on en parlera dans cette émission. Alors oui, Thierno, par rapport justement à ce voyage, on sait que, il fallait le rappeler tout à l'heure, les enjeux sont de taille. Comment vous avez trouvé le discours du colonel Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, je commence par ce que Fally a dit, entre autres. C'est un discours, c'est une prise de parole qui était très attendue. Et effectivement, elle était très attendue parce qu'on avait besoin de savoir ce que, à travers ce discours-là, au moins, on avait besoin de savoir ce qui se passe parce que depuis longtemps, le colonel Mamadi Doumbouya ne parlait pas et le fossé ne faisait que s'agrandir entre lui et certains acteurs politiques. Alors, mais tout résulte donc de ce discours parce que effectivement, pourquoi on s'attendait à sa prise de parole? C'est parce qu'on attendait au moins qu'à cette occasion-là, qu'on dise à la communauté internationale et donc indirectement aussi aux acteurs politiques guinéens ce qui est en train d'être fait pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et si aujourd'hui il y a autant de débats autour, c'est que justement ça a été un discours totalement raté du point de vue de cette attente-là. On est d'accord. Vous voyez bien que jamais le président Mamadi Doumbouya nous dit comment on fait pour la mise en place, pour la réalisation des 10 étapes pour le retour à l'ordre constitutionnel, pendant que son pays, son gouvernement a établi qu'on appelle une sorte de devis allant jusqu'à près de 6 000 milliards de francs guinéens, et que donc on est conscient qu'on n'est pas capable de mobiliser ça, et qu'on a dit à la CEDEAO de nous aider à mobiliser des partenaires techniques et financiers. La tribune des Nations Unies était, je vais dire, la tribune, c'est-à-dire que l'opportunité était là, était là justement de réitérer cela et d'appeler une fois encore à la mobilisation. Si vraiment le financement de ce processus, si la réalisation de ce processus était vraiment une priorité pour les autorités de transition. Mais vous parcourez tout son discours, vous écoutez les 22 minutes de discours qu'il a tenu devant des délégations internationales, il s'est adressé au monde entier, il ne dit jamais comment il va rendre le pouvoir, il ne dit jamais quand les élections vont s'organiser, il ne dit même pas ce qu'il a pu faire parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait si on écoute son gouvernement. Rien n'a été dit dans ce discours. Mais mieux, vous savez, ne pas parler, c'est aussi un message. Mieux dans ce discours-là, vous prenez du premier mot au dernier, c'est essentiellement faire le procès de la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi le principe de l'alternance au pouvoir. La démocratie, c'est la soumission des autorités militaires aux autorités civiles. Mais le fait pour lui de faire ce procès à cette démocratie-là en tant que système politique et ne pas proposer quelque chose, c'est sous-entendre qu'il a autre chose à offrir aux Guinéens, peut-être la dictature, peut-être qu'il restera là et tout ça. Et ne pas dire mot là-dessus est aussi un motif de doute aujourd'hui au niveau de la classe politique. Mais au-delà de tout ça, vous voyez bien que c'est un colonel qui, avant d'aller aux Nations Unies, s'est arrangé d'abord à partir pas en tant que militaire. Vous voyez bien qu'il n'a jamais arboré la tenue militaire pendant tous ces séjours-là. Mais au-delà, il n'a jamais accepté, en tout cas, ses services ne l'ont jamais appelé président de la transition. Il est allé avec le titre de président de la République. Et c'est fait appelé président de la République. Donc, c'est un président de la République normal qui vient parler à ses collègues présidents et faire le procès de la démocratie et ne pas offrir en échange un système qui pourrait être discutable. Et la deuxième chose, vous voyez bien pourquoi le colonel s'obstine en quelque sorte à faire le procès de la démocratie, c'est parce que cette démocratie-là, elle promet l'alternance. Et celui qu'il prend aujourd'hui comme modèle, et c'est une coïncidence. Pendant qu'il tenait ce discours-là, Paul Kagame annonçait qu'il le remplissait pour un quatrième mandat, bien sûr. Qu'il a éliminé tous ses opposants. Exactement. Donc, vous voyez bien que ça, c'est un argument. Ces discours-là, anti-occidental et tout, ça, on a l'habitude d'entendre ça. Même les présidents qu'on dit être démocratiquement élus, le président Alpha, il a été considéré comme étant le premier à être démocratiquement élu à travers, en tout cas, les élections de 2010. Et même lui, à un moment donné, il sortait ces arguments comme ça. Genre, on est autonome, on doit décider de tout sort, on doit couper le cordon ombilical. Mais c'est des discours, vous remarquerez que c'est des discours qui ne viennent qu'à des moments où les gens ils sont acculés par la France ou la communauté internationale sur des questions de droits de l'homme, sur des questions d'alternance. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent des panafricains. C'est à ce moment qu'ils deviennent vraiment des souverainistes qui défendent la souveraineté nationale. Maintenant, au-delà de ça, il y a quand même un message clair qui s'est dessiné à travers
travers ce discours du colonel Mamadi Doumbouya, c'est qu'il est parti en président de la République et il n'a jamais fait du retour à l'ordre constitutionnel une priorité. Et des gens devant qui il parle, ces pays ou ces organisations internationales devant lesquelles il parle, c'est des gens qui ont des représentations en Guinée. Et c'est des gens qui remontent des informations, qui disent à leur chef d'État, qui disent au président de leur institution qu'en réalité, en Guinée, à l'instant T, nous avons des opposants qui sont en prison, des prisonniers politiques. Nous avons des opposants qui sont contraints à l'exil. Lorsqu'ils nous disent de nous laisser mener notre barque nous-mêmes, en réalité, c'est eux qui mènent la barque au nom de tout le monde parce qu'il y a une frange importante de la population qui est mise de côté. Maintenant, de l'autre côté, on peut quand même dire politiquement, pour lui, il y a quand même une plus-value. Pour lui, il réussit quand même à aller rencontrer des chefs d'État. Il réussit à évoquer le dossier des 20 milliards et à demander au vice-président de la Chine de l'accélération du processus de décaissement des 20 milliards. Vous savez que ces 20 milliards-là, au-delà de la route Koya-Dubreka et de la voirie de Conakry, le processus de décaissement des 20 milliards est presque zélé. Et c'est lié un peu au projet Simandou. Ça, c'est une autre histoire. Mais au-delà de cette rencontre avec le vice-président de la Chine pour demander donc du fric, vous avez sa rencontre avec la présidente de l'OIF, de l'Organisation de la francophonie, qui a quand même tressé des lauriers. Donc politiquement, il a quand même quelques recettes. Et il a pu rencontrer une certaine catégorie de ressortissants guinéens. Il y a donc il a eu une recette en rentrant en Guinée, mais il a raté aussi une grosse occasion. Si en tout cas le retour à l'ordre constitutionnel était une priorité, il a raté l'occasion de faire de ça une priorité à la tribune des Nations Unies. Oui, Bonnet, vous voulez placer un mot justement. Oui, non, ça devient beaucoup de mots finalement, parce qu'en réalité il y a beaucoup de contradictions, parce que quand vous entendez dire que, moi je dis, politiquement je pense que du fait qu'il ait pu rencontrer la secrétaire générale de l'OIF, le fait que... Même le secrétaire général... tous ces gens-là, je pense qu'il y a une certaine plus-value parce que ces opposants ici, malheureusement, il s'est fait des opposants. Et ces opposants ici pensaient qu'il était isolé, même au niveau international, quand on voit les déclarations de la CEDEAO, et on sait que les autres organisations s'alignent derrière la position de la CEDEAO, donc on le donnait pour quelqu'un qui était complètement isolé. Mais le fait qu'il apparaisse comme ça sur l'échiquier international, je pense que politiquement, ça lui donne un peu de recette. Mais c'est aussi un test. Je ne peux pas d'accord avec ça. C'est aussi un test qu'il a raté, parce que là, en ce moment, même ceux de la communauté internationale qui disaient on lui donne un peu de crédit, on pense qu'il va faire cela, se sont rendus finalement à l'évidence qu'en réalité, l'objectif qui est de quitter le pouvoir à l'horizon 2024 n'est pas vraiment une préoccupation pour lui. Donc ça peut finalement mettre tout le monde unanime contre sur le fait qu'il voudrait se cramponner au pouvoir. Parce que vous voyez bien qu'il justifie le coup d'État par le fait que les gens restent au pouvoir, ils confisquent le pouvoir, mais on peut lui reprocher la même chose aujourd'hui. Ensuite, il dit que les gens modifient la Constitution pour rester, on peut lui reprocher la même chose aujourd'hui. Parce qu'il ne respecte plus la charte que lui-même a imposée. On n'est plus en train de la respecter. Donc il n'y a pratiquement rien que le colonel Doumbouya a reproché à ses prédécesseurs dans ce discours-là qu'on ne peut aujourd'hui lui opposer. Donc le débat à mon niveau n'est pas au niveau de ce discours-là. Il a réussi à partir de ce discours, en tout cas ceux qui l'écoutent ont compris finalement le message qui est sous-entendu, c'est lui qui est qu'il ne fait pas du retour à l'ordre constitutionnel une priorité. Et il pense d'ailleurs que l'Occident devrait sortir, en tout cas ne plus se mêler de notre démocratie, de ce que nous faisons à l'intérieur, alors qu'à l'intérieur justement on n'est pas en train de composer avec tout le monde. Non, il a dénoncé, il a plutôt dénoncé le 2 poids 2 mesures. D'accord, alors permet. Est-ce qu'il permet? Quand vous regardez certains États dans lesquels il y a le troisième mandat. Les 2 poids 2 mesures profitent à lui. On revient quand même le troisième mandat. Voilà, là vous reconnaissez ça quand même. Non, pas lui permettre, on va revenir sur ça. Le 2 poids 2 mesures profite à Doumbouya parce que Doumbouya a été sanctionné avec ses responsables qui continuent à circuler dans le monde. Le 2 poids 2 mesures profite à Doumbouya. D'accord, permettez. La démocratie est appliquée. Un pays doit être la même démocratie appliquée à d'autres. Certains ne doivent pas être quand même des dirigeants VIP. Est-ce que tu peux permettre, s'il te plaît? Il faut laisser l'autre aller au bout de ses
Président. Voilà, je dis une fois encore, et ça, on fera ce débat tant qu'on ne comprendra pas qu'en réalité, au niveau international, il n'y a même pas de communauté internationale. On vous dira dans les facs de Sciences Po qu'il y a une société internationale. Les gens défendent leurs intérêts. Ils ne défendent même pas des principes. Sinon, pourquoi on déroule le tapis au fils de Déby pendant qu'on condamne qu'on appelle le coup d'État au Mali et les autres? Pourquoi on laisse Doumbouya dérouler ce qu'il est en train de faire? On sanctionne le Burkina. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez permettre? Moi, je n'entre pas dans ce débat. Moi, je suis même convaincu que Doumbouya, c'est pas parce que la Guinée est simplement membre des Nations Unies, parce que simplement on est un pays autonome, que Doumbouya a eu la possibilité d'aller s'arrêter à la tribune des Nations Unies. Il y a eu des... Vous savez bien que pour que ces choses comme ça soient possibles, il a dû avoir des trucs diplomatiques à l'intérieur pour qu'on accepte l'un, on n'accepte pas l'autre. Mais ça, là, n'est pas le débat. Je dis une fois encore, à partir du moment où ces services ont réussi à obtenir pour lui la possibilité d'avoir un temps de parole là-bas, il aurait pu saisir cette occasion pour ramener la communauté internationale davantage de son côté en montrant effectivement qu'il est dans la vision de cette communauté internationale-là qui ne cesse de demander un retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez qu'au début, la CEDEAO avait demandé une transition de 6 mois. On avait dit que ce n'était pas possible. On a parlé de 18 mois et tout ça. Après, on est allé sur les 24 mois. Et on a accepté ça pour lui. Aujourd'hui, il avait la possibilité de montrer à la communauté internationale davantage qu'il a la volonté d'un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, les conséquences de ça, ce qu'on sait, les conséquences de ça, c'est pas que pour lui, parce que là, non seulement ça dresse davantage les gens à l'international contre lui, mais en réalité, l'autre message que ça envoie, c'est qu'on n'est pas parti pour demain pour un retour à l'ordre normal. Très bien. Et ça fait fuir les investisseurs. Ça fait fuir les investisseurs. Ça fait que pendant 2 ans ou 3 ans à venir, on estime que la Guinée n'est pas un pays stable. Alors, en venant en Guinée, il faut faire attention en investissant. Maintenant, au-delà de cela, je pense que en réalité, aujourd'hui, même la communauté internationale, parce qu'on se prépare à ça aussi, on est en train de préparer les esprits en disant non, oui, nous, on a dit qu'on va accepter de quitter dans 24 mois, mais attention, la CEDEAO avait pris l'engagement de nous accompagner. Non seulement d'accompagner, mais la CEDEAO avait pris l'engagement de mobiliser les partenaires techniques et financiers. Et à date, on ne voit pas ces partenaires techniques et financiers se bouger. Donc, on va sortir cet argument-là à l'issue de 24 mois. Mais ce qu'on ne dira pas aux Guinéens, c'est que oui, la CEDEAO a pris cet engagement. Si vous lisez l'accord, la CEDEAO a bel et bien pris cet engagement, mais en réalité, la CEDEAO avait aussi demandé des choses. Elle avait demandé, entre autres, et qu'est-ce qui a été fait elle avait demandé, entre autres, l'ouverture d'un dialogue inclusif. Et on fait tout pour que celle ne revienne pas, on fait tout pour que Sidia ne revienne pas, on fait tout pour qu'il n'y ait pas ce dialogue. La deuxième chose, quand ils ont mis en place cet accord-là, ils ont mis en place une commission de suivi par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, alors que la CEDEAO, qui est signataire de cet accord-là, et elle n'a pas de représentant au sein de ce comité, et elle a fait savoir cela. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en réalité, on ne comprend pas aussi le silence de la CEDEAO, mais je sais qu'on est en train d'aller tout droit vers un clash. Et aujourd'hui, c'est tout à fait la CEDEAO qui tire son épingle de jeu, parce qu'en réalité, elle réussit désormais à montrer à l'international, aux autres pays qui étaient réticents, même à ceux-là qui supportaient la transition guinéenne, qu'en réalité, c'est elle qui a raison. Il n'y a pas d'une volonté de retour à l'ordre constitutionnel. Et ça se dessine par le fait qu'on a appelé Doumbouya président de la République. Ça se dessine par le fait que dans son discours aux Nations Unies, il n'a pas fait cas de retour à l'ordre constitutionnel. Ça se définit dans même l'emprisonnement, dans la séquestration et même dans tout ce que ses opposants sont en train de vivre aujourd'hui. Je pense donc que sa visite aux Nations Unies est bénéfique, parce que ça relance le débat par rapport au retour constitutionnel et ça éclaircit davantage les lanternes, et chacun sait désormais quelle est la position qu'il faut adopter. Non, par rapport à la réception d'abord, je pense que c'est pas une bonne image, mais je ne crois pas qu'on soit juste en faisant porter le chapeau de tout ça à la seule personne du colonel Doumbouya. On sait un peu comment ces trucs partisans se font. Souvent, c'est des gens qui sont autour, qui organisent tout ça. Je ne suis pas sûr que c'est le colonel Doumbouya qui a déboursé de l'argent. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui a donné de l'argent. Mais vous voyez bien cet entourage. Et c'est quoi cet entourage? Vous prenez par exemple Gawal dont vous parliez tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vient de sortir de scandale quand même. Bien sûr.
sûr. Qui s'est humilié, de rénovation. Voilà, qui s'est humilié lui-même en montrant à la face du monde qu'il ne comprend même pas comment les marchés publics se passent. Il y a un ministre de la République qui est capable de vous dire j'ai des marchés dans mon bureau, venez si vous êtes... il dit ça dans les antennes. Ce scandale-là montre qu'en réalité, ce n'est pas une bonne gestion qui est là, ce n'est pas l'homme qu'il faut qui est à ce niveau de responsabilité-là. Et ce sont des gens comme ça, autour du chef, autour du président, et qui quand même essaient de lui dire nous sommes capables de sortir des gens, tu es populaire, tu es avec... Donc on essaie de créer une sorte de clan et on essaie d'obtenir du président une solidarité réciproque, c'est-à-dire qu'il soit bon désormais ou pas, au nom de ça, puisqu'il est dans l'esprit du chef. Au nom de cette cause-là, de rester. Je vous donne juste un exemple des conséquences de ça, parce que le chef est obligé en ce moment de fermer les yeux sur certaines choses, et c'est à ce niveau que les gens profitent. Quand Paul Moussa se faisait juger au temps du président Alpha Condé au tribunal de Kaloum, moi j'étais là, par exemple, on lui demande de justifier certains fonds, et on vous dit non, c'est apport au parti, c'est-à-dire qu'à l'époque, un directeur de régie prenait de l'argent et finançait la confection de t-shirts ou donnait de l'argent au parti pour la campagne. Et celui-là se permet de justifier ça en justifiant la sortie d'argent au niveau d'une régie qui est des biens publics. Donc, quand vous dites ça, quand vous dites aux gens sortez, allez accueillir le président, ils prennent leur véhicule, ils mettent du carburant dedans. Et ce carburant, et donc on aura utilisé les biens publics, les biens de l'État à des fins politique, malheureusement. Je pense que le président Mamadi Doumbouya n'avait pas besoin de ça. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont des erreurs du passé. C'est des choses qu'on reprochait au président Alpha et à d'autres présidents. Et il les perpétue et il fait d'ailleurs pire parce que aller jusqu'à institutionnaliser cela à travers un communiqué de la primature qui oblige les fonctionnaires à aller accueillir le président, je pense que ce n'est pas une bonne image. Bien.